Radioscopie, Gaston Miron, du Jacques Québec. Chancel. Comment vous avez dit? Gaston Miron, du Québec. Ah pardon, Jacques Voilà. Chancel. Gaston Miron, vous êtes poète, nous allons parler de poésie, nous allons parler de littérature et nous allons parler beaucoup sans doute de votre pays car vous respirez totalement votre pays, votre terre. Vous êtes né dans ces pays d'en haut, au nord de Montréal, mais je voudrais savoir quel est ce territoire où vos ancêtres furent tour à tour, me dit-on, coureurs des bois, trappeurs, défricheurs, paysans. Enfin, ils avaient tout pour enfanter un poète. Oui, d'une certaine façon. Mais disons que je vais partir beaucoup plus... je vais remonter beaucoup plus loin. Je vais remonter à 1658. Parce que mes ancêtres sont arrivés au Canada en 1658. Je vous attendais là. Hein? Et du côté de mon père. Donc, je suis Poitevin. Je crois que ça s'appelait Saint-Hilaire de Chizé. Et ils se sont établis à l'île d'Orléans et plus tard, ils ont suivi le fleuve. Ils ont remonté le fleuve et ensuite, ils ont obliqué vers la forêt laurentienne. Bon. Ça fait plus de 3 siècles. Hein? Ah, presque. Non, 1658. 1658. Oui, c'est 3 siècles. Et oui, plus de 3 siècles. Oui, c'est ça. Vous Alors, avez c'est essayé parmi- de trouver les traces en France des Mirons? Non. Ah, Je sais qu'il c'est y a un la péché. rue François Miron à Paris, ici. Oui. Bon, C'est la même c'est famille? le premier prévôt de Paris, mais je Ouais. ne pense pas que ce soit la même famille. Ce serait intéressant quand même, hein? Oui. Hein? Mais du côté de ma mère, du côté de ma mère, je suis originaire d'Alsace. Oui. C'est-à-dire mes ancêtres du côté maternel venaient d'Alsace parce qu'en 1815, ils ne voulaient pas vivre sous la botte allemande, comme on disait, et plutôt que de se rapatrier vers la France, ils sont passés l'Atlantique et se sont établis dans la basse Gaspésie. Alors, vous voyez, c'était un peu... Ça vient de loin, tout ça. Ça vient quand- de loin. Mais Bon, vous avez dit Canada. alors- Vous avez dit Canada et ça ne vous a pas du tout allumé les lèvres. Moi, je pensais vous entendre dire Québec. J'ai failli dire autrefois Oui, nommer mais- le Canada, mais toujours nommer le Canada aussi, Oui. parce qu'il y a toujours cette ambiguïté qui n'est pas encore levée. Il y a le Québec et le Canada, mais le Québec, c'est encore un peu le Canada, politiquement parlant, tout au moins. Et peut-être qu'un jour, ce sera deux entités distinctes, mais pour le moment, disons que nous y tendons. Si je dis par exemple Gaston Miron, canadien, c'est une maladresse terrible? Ben, je récuse. Oui. Je récuse l'appellation. Parce que pour moi, Canada et Québec s'opposent comme deux faits contradictoires, deux faits en conflit, deux faits qui s'excluent, l'un et l'autre. Alors, voilà. Mais je veux revenir un peu à ce que vous me disiez là tout à l'heure sur ma naissance. Bon. Alors, je suis né donc dans un petit village qui s'appelle Sainte-Agathe-des-Monts. C'est joli. C'est très joli. Il y a de jolis noms par là, tout autour. Alors, il y a beaucoup de saints aussi. Le Canada a été fondé sous l'égide des saints. Alors, donc, c'est peut-être à une centaine de... Je ne sais pas en kilomètres comment ça fait. De Montréal? De Montréal. C'est 70 000. C'est peut-être 100 Oui, à peu kilomètres près, oui. autour. Oui, il faut Bon, 110. On s'est converti il y a 2 ans au système métrique, mais j'ai pas encore eu... les jeunes entrent là-dedans tout naturellement, mais moi, je suis encore obligé de convertir, Disons de 100 faire des kilomètres. calculs, Disons 100 etc. kilomètres de Montréal. Et ce sont les montagnes râpées du Nord. Elles sont Oui. tellement râpées? Ah oui, c'est les plus vieilles montagnes du globe. Et au-dessus, il y a le bouclier canadien, qui est une espèce de table rocheuse immense, et c'est parmi les plus vieilles roches du globe. Bon, en tout cas, ça, c'est l'aspect géologique. Oui, mais enfin, c'est votre terre. Et... Oui, c'est ma terre. C'est ma terre et c'est un peu ma matrice aussi. Alors, Sainte-Agathe-des-Monts, c'est un petit village, donc, dans les montagnes. Donc, je suis un montagnard et je suis aussi un forestier parce que c'est à la lisière des terres et des fermes et de la forêt. Alors, mes pères et mères participent à la fois du monde rural et du monde forestier. Mais moi, je
suis plutôt un forestier. Et ça va paraître dans ma poésie parce que tout mon bestiaire, ma faune, etc., ressortissent au monde forestier et non pas au monde rural. D'ailleurs, je dois dire tout de suite, Gaston Mirand, que vous n'avez pas été édité encore en France, et c'est une chance pour nous, et on doit en remercier François Maspero, parce que L'Homme rapaillé, le premier ouvrage que connaîtront les Français, est fait de textes et nourri de textes venus d'ailleurs. Et justement, je me suis amusé à retrouver ce titre, Rapaillé, l'homme. Bon, l'homme, on connaît. Rapaillé, je l'ai cherché, puis enfin on a trouvé, car cela vient des eaux et forêts. C'est un bois de peu de valeur, et c'est une sorte de broussaille. Et je vois qu'il y a tout de suite une correspondance avec le bois et la forêt dont vous parlez. Oui, mais ça... Indirect, de là, oui, peut-être... indirect, oui. Parce que chez nous, rapailler, ça a un autre sens. Vous savez, on parle souvent du français québécois. Nous parlons la même langue, mais... Vous avez plus de dans mots une que autre nous. langue, non. Nous parlons la même langue ou c'est une autre langue dans la même langue. Mais disons qu'il y a un lexique qui est spécifiquement québécois. Notre l'adaptation de la culture française en Amérique a quand même créé une culture originale et distincte. Et nous avons aussi créé un certain nombre d'expressions linguistiques qui, à mon avis, sont tout à fait extraordinaires et jolies et pertinentes aussi. Ce sont du vieux français? Pratiques. Non, non, il n'y a pas seulement du vieux français. Mais le vieux français, c'est un français toujours actualisé, puisqu'il y a 6 millions de personnes qui l'utilisent quotidiennement. Si je dis garrocher, par exemple, garroche-moi ton caillou, ou garroche-moi une idée, ou... lance-moi une idée. Oui, c'est ça, lance-moi, c'est garrocher. C'est un vieux mot de Charente. Mais... qu'est-ce qu'il y a comme autre vieux mot comme ça? Il y en a beaucoup. Abrier, s'abrier. Prendre les couvertures et les mettre sur soi, s'abrier avec... des couvertures, etc. Il y en a des foules comme ça. Mais nous avons créé beaucoup de nouveaux mots aussi. Nous sommes adaptés. La culture française s'est adaptée en Amérique. Elle s'est américanisée. Elle a dû faire face, donc, à une nature différente et à des choses différentes, etc. Et elle a créé aussi tout un bagage de mots pour désigner ces nouvelles réalités, ces nouvelles choses. Alors, l'homme rapaillé. Alors, rapaillé, c'est un mot chez nous qu'on emploie à gauche et à droite. C'est pour dire remettre ensemble, réunir, rassembler. Par exemple, je crois que ça vient du monde paysan. On épandait la paille. Oui. Sur les labours à l'automne pour la protéger un peu des froidures, de la neige et des glaces. Et au printemps, on ramenait la paille, on la ramassait, donc on la rassemblait. Alors, rapailler, ça veut dire un peu rassembler, mettre ensemble. J'étais un homme épaillé. L'antonyme de... Éparpillé. Éparpillé, c'est ça. L'antonyme, donc, de rapailler, c'est épaillé. Et comme c'est une langue qui évolue, qui est moderne, qui est actualisante, quand même, malgré un lexique particulier. J'espère qu'un jour, ce lexique circulera dans la langue française. Il faudrait, hein? C'est une nécessité. Nous allons, par les œuvres que nous allons écrire, que nous avons déjà écrites et qui, par la diffusion, circuleront dans la langue française. Évidemment, tout le reste suivra. Gaston Mirand, vous parlez l'anglais? Très peu. Ah, vous avez quand même un peu cousiné avec, le basic English. Oui. C'est-à-dire, je suis un bilingue de naissance, comme je dis dans mon livre. Je sais 200 ou 300 expressions toutes faites pour pouvoir m'orienter dans la société nord-américaine. Parce que, vous savez, le Canada, justement, où se trouve le Québec, à l'est, nous sommes comme une langue dans une autre langue. Nous sommes comme une société dans une autre société. Un pays dans un autre pays. Une culture dans une autre culture. Une culture dans une autre culture. Une civilisation dans une autre civilisation. Peut-être pas tout à fait. Pas tout à fait quand même. Civilisation quand même. Bon, il y a une civilisation traditionnelle, évidemment, qui est la civilisation traditionnelle française. Bon. Alors, mais sur le plan culturel, il y a vraiment des distinctions. Et c'est là ma différence
dans ma poésie. Ma différence réside justement, non pas tellement dans mon accent. Il y a toutes sortes d'accents. C'est une variété de français. On s'y habitue en France, d'ailleurs. Il vient d'où, cet accent? Parce qu'il est très particulier. Qui? Votre accent? Oui. On dirait même que parfois, les gens du Québec se forcent à l'avoir. Non. Ah bien là, c'est la première fois que je suis objectivé comme ça. Alors, disons... Non, je crois que c'est l'accent de l'ouest de la France, des provinces d'où viennent les Canadiens. Oui. La Normandie, le Poitou, le Perche, etc. Et avec quelques accents venus d'ailleurs aussi. Il y a des Savoyards qui sont venus, il y a des Champenois. Enfin, c'est un métissage de tous ces accents qui nous a formés. Mais quand même, vous savez que maintenant, vous triomphez dans notre vieille France. Il y a Gaston Miron, poète, qui maintenant se révèle aux Français, parce que vous aviez quand même le goût de l'anonymat. Mais il y a tous les chanteurs que nous connaissons bien, de Félix Leclerc à Charles Bois, en passant par Gilles Vigneault, Fabienne Thibault, Diane Dufresne et d'autres. D'autre part, Antonine Maillet, c'est l'Acadie. Et ça, c'est la littérature. Donc, c'est une autre forme d'invasion, heureuse. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Mais quand même, vous y allez dans l'invasion totale. Hein. Mais non, on n'y va pas tant que ça. On était absent 300 ans, alors quand même qu'on y irait un petit peu fort de temps à autre. Tant mieux. Hein. Et pas trop quand même. Vous nous rendez des mots. Enfin, on trouve qu'on n'y va pas assez, nous. Oui. Alors, eh bien oui, il y a eu la chanson qui a été très importante ici. Je crois que ça a été notre fer de lance ici. Mais ça fait longtemps qu'on écrit quand même au Québec et qu'on y chante. On a conservé tout le vieux fond folklorique français, toutes les chansons et même beaucoup de légendes, tout le vieux fond oral. Bon, mais il y a quand même eu, à partir de 1930, des chanteurs du cru qui ont commencé à chanter la réalité québécoise et canadienne. Et même dans le folklore, il y a des chansons typiquement québécoises qui sont issues, par exemple, sur le plan mélodique, du latin. Parce que la seule musique que l'on connaissait, c'était la musique d'église. Alors, vous savez, parfois, les premières chansons folkloriques québécoises, qui datent des années 1840, qui sont des chansons de nostalgie, des chansons d'éloignement, un peu comme Vigneault fait écho. Oui. Ça fait écho, c'est-à-dire Vigneault fait écho à ces vieilles chansons. Alors, c'était des chansons de chantier, de bois, d'éloignement. Et ça suit un peu la mélodie d'église. Hein. Par exemple, on dit « Oh, que le papier coûte cher dans le Bas-Canada, surtout aux Trois-Rivières, que ma blonde a m'écrit pas, que c'est... » Vous avez une belle voix aussi. C'est un peu la musique d'église parce que c'est la seule que nous connaissions. Alors, vous voyez, Gaston Miron, nous sommes là tous les deux, ici à Paris, dans ce studio de la Maison Ronde, la maison de la radio, qu'est Kennedy. Mais il n'y a pas si longtemps, un de nos amis, Marc Crépin, vous a rencontré à Montréal pour le magazine Vécu. Et il y avait des airs d'harmonica. Oui. Et il y avait également comme une chanson qui venait. Et c'était celle-là. Et vous étiez chez vous. Alors on va regarder si c'est dans le même climat, si c'est exactement la même teneur. Et l'harmonica, j'espère qu'il est là dans cette petite valise, non Non, non, pas du tout. Vous entendez? Oui. Ah, que c'est ennuyant d'être si éloigné, à vivre dans la tristesse, 6 mois dans les chantiers. Ah, que le papier coûte cher dans le Bas-Canada, surtout aux Trois-Rivières,
que ma blonde à m'écrit pas. Je m'aperçois que vous avez du bonheur à chanter parce que vous étiez là chez vous, à l'instant vous étiez ici, vous y êtes toujours ici, et c'est quand même la même envie, le même bonheur de dire les mots. Et c'est vrai que vous, poète, vous faites tout passer par les mots, et par les mots du poète. Oui, moi j'aime beaucoup chanter, et j'aime beaucoup dire, et j'aime dire des poèmes, par exemple, en public, en m'accompagnant souvent, en entrecoupant ces poèmes de chansons, de vieilles chansons, ou de chansons actuelles, parce que presque tous les poètes au Québec font des chansons, pas presque tout, mais beaucoup de poètes au Québec font des chansons. Ils en écrivent les paroles et souvent ils en inventent aussi la mélodie. Par exemple, tout le phénomène de la chanson québécoise qui a débuté dans les années 1960. Bon, nous avions eu, bien entendu, une grande chanteuse populaire qui s'appelait la Bolduc. Gilles Vigneault en a parlé déjà en France ici. Mais disons que ça a vraiment débuté dans les années 60, au début des années 60, avec justement les Bozo, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, tous ces gens qui ont connu ici une certaine notoriété dans la chanson. Une notoriété certaine. Oui. Et bien entendu, le grand Félix Leclerc qui les a tous précédés. Mais disons que Félix Leclerc, c'était une voix isolée. Et c'est devenu un phénomène collectif au début des années 60. Il y a vraiment eu la chanson québécoise au pluriel. Mais il faut dire aussi que c'était précédé un peu par la poésie, parce que beaucoup de ces chanteurs avaient commencé à écrire de la poésie. Et toute la thématique et la problématique que ce mouvement va projeter sur le grand écran social par le truchement de la chanson, eh bien, il était déjà contenu dans la littérature des années 50-60. Alors, toute cette thématique de l'identité, de l'appartenance, du pays, enfin, et surtout de l'émergence du Québec à la modernité, eh bien, c'était déjà contenu un peu beaucoup, dans la littérature des années 50-60. Et ensuite, en 68, il y a une deuxième vague de la chanson québécoise. Après s'être identifié, s'être trouvé, avoir retourné à ses sources, eh bien, le Québec a pu prendre ailleurs, a pu aller chercher des éléments hétérogènes et les vivre comme homogènes, c'est-à-dire a pu assimiler vraiment la contemporanéité, si on veut, de la chanson. Et on a vu en 68 la chanson éclater de nouveau et s'ouvrir au monde. C'est l'époque de Charlebois qui commence, d'Yvon Deschamps, enfin d'un tas de chanteurs comme ça, qui maintenant sont... dont plusieurs ont une importance capitale, parce que eux, ils vont prouver, c'est-à-dire ils vont faire la preuve que l'Amérique peut se dire en français. Ça, c'est important, ça. Oui, que l'Amérique peut se dire en français. Parce que, vous savez, avant, il y avait il faut le dire... le français était tenu pour une langue un peu quelconque en Amérique du Nord. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions une société dans une autre société, donc vous voyez tout de suite... Une langue dans une autre langue. Oui, une langue dans une autre langue, c'est-à-dire l'anglais, le français dans un monde anglais, un îlot français dans un monde anglais. Et il y avait donc un lien de dépendance vis-à-vis cette autre société, cette autre culture. Et ça déteignait sur notre langue, les calques de l'autre langue déteignaient sur la nôtre, etc. Et nous avions été coupés pendant longtemps de la France, etc. Enfin, toute cette conjoncture faisait que le français était tenu pour un peu une langue... et une langue quelconque, quoi. Je pense, Gaston Miron, qu'il faudrait d'ailleurs vous dresser des statues à tous, parce que vous protégez notre langue mieux, sans doute, que ne le font beaucoup de Français. Mais je voudrais revenir... On ne protège pas la langue plus que les Français. Vous l'aimez, en tout cas. Mais... on la vit. Oui, d'accord. Mais avant que de vous donner à la poésie, vous avez quand même exercé, vous, Gaston Miron,
des tas de métiers. On n'arrive pas, on ne devient pas poète comme ça du jour au lendemain. Il faut un peu souffrir avant, non? Ben, il faut souffrir, puis il Oui, faut vivre, plutôt. il faut avoir eu des chocs aussi dans sa vie, des chocs émotionnels qui ont déclenché un ancrage dans le langage. Par exemple, je n'ai pas publié beaucoup, par exemple, vous voyez? Combien de livres avez-vous publié? Oh, j'ai publié 3 petits livres seulement, et il y a un choix ici, dans L'Homme rapaillé, d'un peu de ces 3 livres. Bon, alors, il y a eu des chocs comme ça qui m'ont saisi dans ma vie. Premièrement, je crois que mon grand-père a déclenché en moi un processus d'écriture. Il faisait quoi, votre grand-père? Mon grand-père, il était analphabète. Et il vivait à 25 kilomètres au nord de Sainte-Agathe, et c'est là que j'allais passer tous mes étés. C'est un peu ma matrice poétique. Il y a Sainte-Agathe, qui est ma matrice sociale, si on veut. Parce qu'à Sainte-Agathe, c'est un microcosme du Québec et de cette société coloniale dont je vais progressivement prendre conscience au cours de mon existence, d'où l'homme rapaillé. Hein, l'homme rassemblé. Oui, j'étais une conscience éclatée, fragmentaire, et peu à peu, je vais remettre tout ça en place et je vais avoir peu à peu la conscience du tout. Donc, à Sainte-Agathe, c'est un microcosme, parce qu'il y avait, c'était une société, il y avait 2 sociétés, la société anglaise, parce que c'est un village où il y avait beaucoup de tourisme et de touristes. Et il y avait la société canadienne-française, et c'était assez étanche. Évidemment, les Canadiens français occupaient tous les postes subalternes de cette société. Et aussi, c'est que mon village devenait anglais l'été, tout anglais. Tout à coup, je n'étais plus chez moi, parce que tout l'affichage devenait anglais. Vous étiez tous occupé. Les films, etc. Et tout à coup, à l'automne, vers la fin de septembre, tout redevenait français. Alors, on allait comme ça d'un univers à l'autre. Alors, c'était un microcosme de la société canadienne. Et, même chose sur le plan linguistique, tout devenait bilingue. C'est-à-dire, tout était toujours bilingue sur le plan linguistique. Moi, je suis né en stéréo, au point de vue linguistique. C'était toujours l'anglais, le français. Pont, bridge, poule, tirer, welcome, bienvenue. Et toute la langue sociale était bilingue comme ça. La première fois que j'ai vu le mot pont tout seul en français, j'avais 29 ans et c'était en m'en allant à Auxerre, ici. J'ai vu tout à coup le mot pont pour la première fois. Il n'y avait pas bridge. Il n'y avait pas bridge. Alors, il me semblait que c'était irréel. J'ai même demandé à mon copain, là, Marcotte, j'ai dit, est-ce que c'est un vrai pont? Alors, parce que le bilinguisme social crée une espèce d'irréalité aussi. Alors, donc, je reviens là. Donc, c'est un microcosme. C'est ma matrice sociale. Oui. Et il va en être beaucoup question dans l'homme rapaillé. Et j'ai ma matrice spécifiquement poétique qui est Saint-Agricole. C'est un petit... C'est dans la montagne? Oui, c'est un petit village dans les montagnes, au nord de Sainte-Agathe, donc plus au nord, dans une espèce de triangle merveilleux. J'appelle ça au cœur d'un triangle merveilleux parce qu'il y a Sainte-Agathe, Saint-Faustin et Saint-Jovite. Et au cœur, c'est comme un triangle, ces 3 villages, et au cœur, il y a Saint-Agricole. Saint-Agricole, c'est beau déjà. Mais oui, je veux maintenir ce nom-là. Aujourd'hui, ils veulent changer, ils veulent appeler ça Ville-des-Lacs. Je dis non, éternellement, ça va s'appeler Saint-Agricole. Bon, alors, mon grand-père, donc, avait ouvert ce pays avec ses frères au début du siècle. Ils étaient 5, les Michauville, ils étaient montés. À l'automne, ils avaient défriché, coupé les arbres, essouché, préparé des pièces de terre, de culture. Et pour moi, c'était des hommes grand format. C'était des géants à mes yeux. Et je les admirais beaucoup. Et un jour, mon grand-père, dont la maison était accrochée au flanc d'une montagne, aux 3/4, on voyait la vallée de l'Archambault. J'ai un poème qui s'intitule « Fragment de la vallée », justement, où je décris cette vision qu'on avait de la maison de mon grand-père. Et il me dit un soir, j'avais 10 ans, il était à peu près 7 heures du soir, je feuilletais des journaux.
Et il me dit, qu'est-ce que tu lis? Alors, je lui donne quelques nouvelles. Bon. Quelques instants se passent et il me dit, tu sais, moi, je donnerais... Ah, il dit, je sais pas ce que je donnerais pour savoir lire et écrire. Et là, ça m'a beaucoup impressionné. Ça a été un choc terrible pour moi. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que mon grand-père, qui était un fondateur de pays, pouvait être analphabète. J'en prenais conscience. Et que beaucoup de monde de cette génération-là l'était. Et pourtant, ils avaient un savoir. Ils connaissaient des tas de choses. Bon, alors, ils connaissaient toutes les lois de la nature. Enfin, pour moi, c'était un univers qu'ils connaissaient. Alors, il m'a dit, encore quelques instants plus tard, tu sais, quand on ne sait pas lire et écrire, on est toujours dans le noir. Eh bien, ça, c'est comme si tout le noir du monde était entré en moi. Et toute ma vie, je vais essayer de m'enlever ce noir qui était entré en moi, de l'exorciser et en même temps de les exorciser tous, eux. Parce que ça m'a rendu, ça a provoqué deux choses. À la fois, j'ai ressenti comme un complexe de culpabilité vis-à-vis de l'écriture. Parce qu'il me semble que moi, un petit bonhomme de 10 ans, j'étais indigne de savoir lire et écrire à côté de ces hommes que j'admirais tellement, qui avaient ouvert le pays, qui avaient tracé des routes, on appelle ça des rangs, où s'établissent les paysans, c'est-à-dire les colons, on appelait ça les colons, où s'établissaient les colons, on appelait ça des rangs, des routes. Bon, ils avaient ouvert le rang de l'Orignal, ils avaient ouvert le rang de la Quenouille, le rang de l'Archambault, enfin, et voyez-vous, c'est tout un lexique nouveau. Hein? Alors, j'en ai ressenti donc comme une espèce de culpabilité vis-à-vis de l'écriture. Et chaque fois, et encore aujourd'hui, quand je commence à écrire ou quand je prends ma plume pour écrire, j'ai toujours comme une espèce de culpabilité vis-à-vis de l'écriture. Oui, mais ça m'est resté. Et en même temps... Mais qui vous a donné les mots? Et en même temps, mais ce sont eux, c'est ça. Et j'en viens à mon deuxième volet. En même temps, ça m'a donné le goût d'écrire. Ouais. Ça m'a donné le goût de les faire durer, de dire que leur vie n'a pas été vaine, que leur destin fut grand, à eux aussi. Bon. Alors, ça m'a donné le goût, justement... Enfin, c'était assez inconscient à l'époque. C'est par la suite que j'ai analysé ces scènes ou ces moments que j'ai vécus. Et je crois que c'est un peu ma matrice. Et ensuite, vous avez voulu défendre votre territoire et votre langue. Eh bien, oui. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis encore retrouvé dans le macrocosme, c'est-à-dire dans ce qui existait à mon village à l'échelle de microcosme. Quand je suis arrivé à Montréal, donc, je déambulais dans les rues et c'était une ville anglaise, pratiquement. On y parlait français, mais en dessous. Le français, c'était quelque chose d'invisible. Et pourtant, toute la ville était majoritairement française. Et pourtant, c'était quelque chose d'invisible. Quelqu'un a dit, un poète de chez nous, Michel Lalonde, a dit « Le français, c'est ma couleur noire en Amérique. » La couleur cachée. Oui, la couleur invisible. On ne la voit pas. On ne nous voyait pas. Alors, je marchais et tout l'environnement linguistique était anglais. Je me sentais étranger dans mon propre pays. Et même, j'avais inventé une formule un peu, parce que je me tournais... La seule façon de pallier à la situation, si on peut dire, c'était un peu de me prendre en dérision et de prendre la situation aussi en dérision. Je disais, Montréal, c'est la plus grande ville française de langue anglaise. À l'époque. Mais aujourd'hui, vous, Gaston Mirand, vous devez être heureux parce que
beaucoup de Québécois ont subi votre influence. Et votre influence, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire rougir, est tellement grande que vous vous êtes fait aussi beaucoup d'ennemis. Parce que je ne sais pas si on peut être à la fois poète et engagé dans la politique. Et vous êtes poète et vous êtes reconnu comme poète. Et puis, vous bombardez parce que vous avez les mots forts. Ben, écoutez, là, je ne suis pas engagé au sens politique du terme. C'est-à-dire, je ne suis pas engagé... Il n'y a pas de poète engagé, dans le fond. C'est le texte qui engage. Ce sont les mots. Ce sont les mots, c'est le texte, c'est l'écriture qui engage. Alors, moi, en tout cas, je n'ai pas engagé... J'ai dit souvent que j'avais engagé ma poésie dans la lutte de libération nationale du peuple québécois. Bon, d'accord. Mais je ne suis pas engagé vis-à-vis un parti politique en particulier. Je suis engagé... Je me suis engagé où j'ai revendiqué le politique. C'est-à-dire, pour un peuple, l'existence politique. Alors, c'est bien différent qu'une politique en particulier ou que le programme d'un parti en particulier. Je ne me suis pas engagé dans ce sens-là. Donc, c'est au sens anthropologique du terme, si on peut dire. J'ai là devant moi ce premier livre qui vient à nous, L'homme rapaillé, je précise, nous l'avons dit à l'instant, c'est l'homme réuni, l'homme rassemblé, l'homme qui n'est plus dispersé. Et il y a beaucoup de poèmes, il y a des textes qui ont été édités ailleurs et qui sont enfin réunis. Je voudrais simplement lire le premier, L'homme rapaillé d'ailleurs, qui est dédié à Emmanuel. Qui est Emmanuel ? C'est ma fille. Ah, c'est votre fille. Elle a quel âge ? Elle a 11 ans. J'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabrant. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi, comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis plus revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. Vous l'avez écrit quand, ce poème ? En 1969. Quand ma fille est née, pratiquement. Ben, quelques mois après que ma fille fut née. Et je revenais de Québec dans la nuit avec un groupe de personnes et nous avions été à Québec pour manifester contre une loi qui s'appelait la loi 22 et qui maintenait l'usage de l'anglais un peu partout, etc. En accordant quelques libéralités aux Français. Et nous avions été vaincus. C'était une défaite seulement. Et c'est en rentrant que j'ai écrit ce poème. J'ai griffonné ces mots-là dans la nuit. Et il me semblait que j'avais fait un long chemin. Et que je rentrais chez moi et que vraiment tout commençait parce que je me sentais justement réunifié dans le projet québécois. Je suis arrivé à ce qui commence, mais on pourrait l'écrire tous les jours, ça, presque. Chaque homme devrait l'écrire tous les jours. Mais oui, mais ça peut... Alors, c'est dans ma vie aussi. Il y a un autre poème très... C'est dans le collectif, c'est dans l'individuel et le collectif. Mais moi, on ne peut dissocier l'individuel du collectif. Je ne crois pas qu'on puisse le dissocier, en tout cas. Il y a un autre poème très important, à mon avis, qui a pour titre « Compagnon des Amériques ». Et je voudrais que vous me le disiez. Mais volontiers. Alors, évidemment, on n'explique pas un poème, mais on peut le situer. Oui. Alors, je crois que c'est dans les années 58. Dans l'année 58 que j'ai écrit ce poème-là, qui s'appelle « Compagnon des Amériques ». Et je voulais signifier par là que le Québec se devait d'être aux Français en Amérique ce que les États-Unis sont à l'Angleterre, ce que les pays hispaniques d'Amérique du Sud sont à l'Espagne, ce que le Brésil est au Portugal. C'est-à-dire que dans les grandes cultures, les 3 ou 4 grandes cultures qui ont fondé l'Amérique, le français, qui en a été une des premières, se devait, lui aussi, de dire l'Amérique en français, et qu'il était un pays à l'égal des autres en Amérique.
Compagnon Alors, des Amériques. C'est Compagnon des Amériques. Donc, je ne suis pas un poète de l'imaginaire. Mais disons que ça préfigurait des choses. Je sentais venir les choses et je les laissais monter en moi. Je ne suis pas donc un poète qui invente, qui crée un imaginaire, comme Michaud, par exemple, qui crée un imaginaire qui ressemble étrangement à notre monde. Mais disons que je suis un poète de l'appel, un poète du devenir. Je sens venir les choses et je dis ce devenir. Bon. Du moins, je le pouvais à l'époque. Je ne sais pas encore si c'est le cas aujourd'hui. Mais on va voir. À l'époque, on va voir. D'accord. Alors, Compagnon des Amériques, mon Québec, ma terre amère, ma terre amande, ma patrie d'haleine dans la touffe des vents. J'ai de toi la difficile et poignante présence, avec une large blessure d'espace au front, dans une vivante agonie de roseaux au visage. Je parle avec les mots noueux de nos endurances. Nous avons soif de toutes les eaux du monde. Nous avons faim de toutes les terres du monde, dans la liberté criée de débris d'embâcle. Nos feux de position s'allument vers le large. L'aïeule prière à nos doigts défaillantes, la pauvreté luisant comme des fers à nos chevilles. Mais, cargue-moi en toi, pays, cargue-moi, et marche auront le cœur de tes écorces tendres. Marche à l'arête de tes durs plaies d'érosion. Marche à tes pas réveillés des sommeils d'ornières et marche à ta force épissure des bras à ton sol. Mais chante plus haut l'amour en moi, chante, je me ferai passion de ta face. Je me ferai porteur des germes de ton espérance. Veilleur, guetteur, coureur, à l'heure de ton avènement. Un homme de ton réquisitoire, un homme de ta patience raboteuse et varlopeuse, un homme de ta commisération infinie, l'homme artériel de tes gigues, dans le poitrail effervescent des poudreries, dans la grande artillerie de tes couleurs d'automne, dans tes hanches de montagne, dans la corde comète de tes plaines, dans l'artésienne vigueur de tes villes. Devant toutes les litanies de chahuants qui huent dans la lune, devant toutes les compromissions en peau de vison, devant les héros de la bonne conscience, les émancipés malingres, les insectes des belles manières, devant tous les commandeurs de ton exploitation, de ta chair à pavé, de ta sueur à gage. Mais donne la main à toutes les rencontres pays, ô toi qui apparaît, par tous les chemins défoncés de ton histoire, aux hommes debout dans l'horizon de la justice, qui te saluent, salut à toi, territoire de ma poésie, salut les hommes des pères de l'aventure. Les hommes des pères de l'aventure, et c'est un peu toute votre famille, et c'est un peu tout demain qui apparaît. Oui. Vous étiez prophète, là. Mais non, mais je n'étais pas seul quand même. J'étais une des voix de la poésie québécoise. Disons, faut pas que je m'en cache non plus. Disons que c'était important qu'à l'époque, cette poésie, en 58, parce que, justement, ça laissait apparaître des pans du devenir. Ouais. Et disons que j'étais un poète important en ce sens que je posais un peu en pionnier, quoi, la problématique du pays, la thématique et la problématique du pays, du Québec. Mais ce qui importait pour nous, c'était de faire émerger le Québec dans la modernité quand même. Et d'affirmer la liberté d'une langue. Et d'affirmer, évidemment, la liberté d'une langue. Son pouvoir de dire l'Amérique et aussi son universalité. Alors, je voudrais savoir ce que veut dire exactement cette phrase, Gaston Miron. Je me fais immédiatement comestible, immédiatement périssable. Vous croyez au présent, pas du tout à l'éternité? Ben, ce que je veux dire par là, c'est ceci. C'est un espèce de pari, quoi. Ouais. Évidemment, c'est toujours hasardeux d'engager la poésie
dans les choses les plus pratiques et les plus politiques aussi. Eh bien, c'est une espèce de pari que je fais. En ce sens, j'affirme que la poésie, dans le périssable, dans ce qui se consomme immédiatement, peut aussi durer. C'est-à-dire que la poésie peut retrouver le fondement anthropologique de la parole politique, c'est-à-dire ce qui fonde l'existence d'un peuple. C'est un peu ça que je veux dire. Et j'accepte, et à la limite, pour que ce peuple vive, j'accepte que cette poésie passe. Je disparais en elle. Et vous devenez anonyme. Oui. C'est vrai que souvent, on a beaucoup plus connu les noms des poètes que leur œuvre. Oui, c'est vrai. Et mais j'aimerais mieux le contraire. Vous aimeriez que l'on garde de vous... qu'on garde plutôt les textes que la les nostalgie d'une œuvre. Oui. Quels sont les poètes français que vous aimez? J'en aime plusieurs. Il y a d'abord... je suis né avec les poètes québécois. Oui. Du moins, les poètes canadiens-français à l'époque. Parce que, vous savez, j'ai commencé à lire... D'abord, jusqu'à 12 ans, dans mon village, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de... Je ne pouvais pas lire, je n'avais pas lu. Tout ce que je savais, au point de vue lecture et écriture, c'était ce que j'apprenais à l'école primaire. Chez les frères du Sacré-Cœur, vous voyez, qui viennent de Lyon, ici, là, de Fourvière. Bon. Alors, mon adolescence a commencé au début de la guerre, en 1939. Alors, vous savez, nous avons été coupés de la France pendant 6 ans. Imaginez-vous, là, pendant 6 ans, nous n'avons reçu aucun arrivage de livres français. Nous n'avions aucun contact avec la France, sauf avec les Français qui étaient en Amérique, qui s'étaient trouvés en Amérique au cours de la guerre et qui ne pouvaient pas rentrer en France et qui peut-être ne le voulaient pas non plus. Donc, les premiers poètes que j'ai lus, ce sont des poètes québécois. Et ensuite? Les poètes du 19e siècle. Et les premiers poètes modernes auxquels j'ai été initié à l'école, bien évidemment, ça a été là quelques passages de Rimbaud, Baudelaire, c'est à peu près tout ce qu'on connaissait. Alors, donc, à 16 ans, j'étais pratiquement ignorant en poésie. J'étais un pauvre en poésie. Et je suis tombé sur un petit choix en 1945 de Claudel et un autre de Péguy. C'était les premiers poètes du 20e siècle français que j'ai rencontrés. Mais mon choc initiatique, ça a été surtout Patrice de la Tour-du-Pin. C'est curieux. Parce que en 1949, j'étais encore très traditionnaliste en poésie. J'écrivais encore avec les maîtres. Bon, j'étais empêtré aussi dans toute la thématique traditionnelle, etc. Et je ressentais toujours ce malaise là, qui me venait de mon enfance. Et j'ai ouvert un livre dans une librairie. Et le premier vers que j'ai lu, « Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. » Ça, là, ça a été comme le rideau du temple qui se déchire en moi, dans ma vie. Tout à coup, je ne comprenais rien. J'avais lu quelques passages d'Éluard et qu'un ami m'avait prêté en 1948 et je ne comprenais pas. C'était un langage complètement hors de ma portée. Et tout à coup, ça a été un choc tel. Ces deux vers, tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. Eh bien, ça a été mon choc initiatique. Oui. Et pourtant, j'ai très peu
été influencé par La Tour du Pin. Parce qu'on peut recevoir son initiation de quelqu'un et ses influences de d'autres personnes. Alors, c'est un peu ce qui s'est produit chez moi. Ça a été mon choc initiatique, mais j'ai été influencé aussi par des poètes français. Évidemment, je me suis mis à lire toute la poésie moderne. J'ai avalé tous les surréalistes. Et la littérature québécoise, en 10 ans, et je ne suis pas le seul, tous ceux de ma génération, tous les poètes majeurs de ma génération ont fait la même chose. On a dû, en 10 ans, assimiler toute l'antériorité poétique moderne de la langue française. Et les poètes d'aujourd'hui? Et les poètes d'aujourd'hui, vous voulez les poètes d'aujourd'hui français ou québécois? Français. Français. Bon, disons qu'à Paris, j'ai connu des poètes comme Henri Pichette au départ, en 1960, Robert Marteau. Et j'étais assez... je ne sais pas si j'étais influencé, mais... Enfin, j'aime beaucoup, par exemple, André Frénaud. Et André Laude. Oui, André Laude aussi, parce qu'il a tout un côté... il y a tout un côté épique en lui, de combattant aussi. Gaston Miron, il y a ces poèmes qui sont de vous, rassemblés dans L'Homme rapaillé. Il y a celui-ci qui fait partie d'une série qui a pour titre Poème de l'amour en sursis. Le titre, il est très court, Seul et seul. Si tant que dure l'amour, j'ai eu noir, j'ai eu froid, tellement souvent, tellement longtemps. Si tant que femme s'en va, il fait encore plus noir, encore plus froid, tellement toujours tellement. Il y a une solitude, là. J'ai l'impression que le poète que vous êtes, même entouré, parce que vous êtes marié, vous avez des enfants... Non, je ne suis pas marié. Ah, vous n'êtes pas marié, vous avez une fille. Je suis père célibataire. Ah! Voilà. Ça, c'est une responsabilité. Mais oui. Mais que vous acceptez gaiement. Ah, j'ai beaucoup de plaisir à élever mon enfant. Je l'ai reçu et accepté. Comme un cadeau? 1 mois et demi. Je me suis retrouvé seul avec elle. Ouais. Alors, je ne savais pas trop que faire. Mais en fin de compte, je l'ai assumé. C'est Emmanuel. Emmanuel. Et je m'en suis toujours occupé tout seul. Les 2 premières années, je n'ai fait que ça, pratiquement. Elle a quel âge aujourd'hui? 11 ans, 12 ans? 11 ans et demi. 11 ans et demi, oui. Elle est très gentille. Alors, il y a un autre poème, Art poétique. J'ai la trentaine, à bride abattue dans ma vie. Je vous cherche encore, pâturage de l'amour. Je sens le froid humain de la quarantaine d'années qui déjà me glace en dedans. Et l'effroi m'agite. Je suis malheureux, ma mère, mais moins que toi, mes chers natales, toi qui d'espérance t'insurges, ma mère au cou penché sur ton chagrin d'haleine, et qui pergagne les mailles du temps à tes mains. Dans un autre temps, mon père est devenu du sol. Il s'avance en moi avec le goût du fils et des outils. Mon père, ma mère, vous saviez, à vous deux nommer toutes choses sur la terre, ô mon père, ô ma mère, j'entends votre paix se poser comme la neige. Vous saviez à vous deux nommer toutes choses sur la terre, comme si on avait oublié tout cela. Oui, et ça prend un peu de culot pour écrire art poétique au sommet de ce poème. Ouais. Alors, mais vous savez, la poésie, c'est un peu comme ça, on dit des énormités. Hein? Ouais. Et le poète, c'est un peu quelqu'un qui dit comme ça des énormités. Je suppose que qu'Henri de Boeuf disait que sont mes amis devenus. Et alors, tous les savants écrivains de son temps devaient se mordre les lèvres en disant « Et vous voyez ce qu'il écrit. » Et c'est la même chose pour Villon ou Verlaine, etc. Il y a parfois des choses comme ça. On se dit, bon... Elles sont écrites, bien. Tant pis. Et tant pis, c'est là. Ou tant mieux. Et c'est curieux parce que ça traverse les siècles. Gaston Miron, je voudrais que vous me précisiez un peu pourquoi vous avez dit ceci. J'aime mieux mourir avec le plus grand nombre que de me sauver avec une petite élite ou des élites qui ne seraient que qualitatives, comme si vous refusiez d'une manière totale l'élitisme. Et que vous le vouliez ou non, vous faites partie d'une élite, ne serait-ce qu'en poésie. Donc vous vous refusez. C'est-à-dire que c'est un acte de solidarité que je pose. Oui. J'aimerais bien sûr que
Bien sûr qu'il y a des élites, comme vous dites, j'en suis fort conscient, mais je me refuse à partager, à ne partager qu'entre un petit nombre l'accès à la culture. Du moins, c'est un de mes actes de solidarité, de vouloir et de lutter pour que tous, justement, puissent accéder à la culture. C'est dans ce sens-là que j'ai écrit que j'aime mieux me damner avec le plus grand nombre que de me sauver avec un petit groupe. Vous devez être particulièrement heureux aujourd'hui, Gaston Miron, parce que le Parti québécois est en pleine ascension, vous le savez, hein? Hein? Oui, juste avant de partir, il a remporté vous avez les la victoire aux élections. Oui, les 2 tiers des 122 sièges de l'Assemblée nationale, ce qui vous fait 80 sièges, et vous laissez seulement 42 sièges au Parti libéral. Et vous n'êtes plus, comme le disait René Lévesque, un accident de parcours. Non, je crois que nous avons remis les choses en place. Oui. Au référendum, nous avons pris l'État. Nous avons mis sur une fiche l'État du Québec. Nous avons pris, le rapport de force. Et je crois maintenant que nous sommes vraiment entrés dans quelque chose d'irréversible. Alors, nous allons consolider les acquis et nous allons mettre en place les structures, justement, d'une souveraineté. En tout cas, c'est ma vision à moi. Je ne sais pas ce que le Parti québécois entend faire, mais moi, je vais continuer à essayer de faire en sorte que le Québec devienne souverain, c'est-à-dire qu'il ait droit de citer dans le monde, parce qu'une culture doit se signifier elle-même au monde et dans le monde, et elle doit se représenter elle-même au monde et dans le monde. Et la souveraineté, ce n'est plus ni moins que la dimension politique de la culture. Parce qu'une culture qui n'est pas complète, qui n'est pas totalisante, c'est une culture, justement, qui se vit et se conçoit comme provinciale. Et c'est ça que le Québec a changé en 1960. C'est qu'il a pris conscience qu'il était un tout, qu'il était une culture globale. Nationale. Donc, nationale, et c'est là qu'est née la littérature québécoise, qui est une littérature, qui est un concept de littérature nationale. Avant, c'était la littérature canadienne-française. Alors, on se vivait et se concevait comme une partie de la littérature française, comme une annexe de la littérature française, et comme une sorte de littérature canadienne, la littérature canadienne-française. Alors, à partir de 1960, le référent, ce n'est plus une identité, ce n'est plus des caractéristiques ethniques qui est le référent de la littérature québécoise, c'est la culture québécoise. Donc, c'est une culture globale et à ce titre, on peut vivre la problématique humaine dans nos propres structures. Gaston Miron, je rappelle que l'on vous connaîtra un peu mieux en lisant ce livre, L'homme rapaillé, qui rassemble des textes de vous. Vous n'étiez pas assez connu en France alors que vous êtes là-bas un homme installé, et j'en veux pour preuve ce texte d'une motion qui a été adressée à messieurs les membres de l'Académie de Stockholm parce qu'on vous propose pour le prix Nobel de littérature. Vous êtes au courant? Vaguement, mais je trouve ça un peu prématuré. Oui, mais enfin, on dit de vous que vous êtes non seulement un poète, mais un infatigable animateur. Vous êtes une conscience en marche vers sa délivrance, qui est aussi la nôtre. Vos amis, en tout cas, vous accompagnent. Et je voudrais rappeler quand même quelques-uns de vos livres qui sont peut-être ici un peu éveillés à notre attention, c'est-à-dire La marche à l'amour, La vie agonique, poème de l'amour en sursis. Et je rappelle encore ce titre, ce livre qui paraît chez François Maspero dans une très belle collection, Voix. Et ce titre, c'est L'homme rapaillé. Mais tout à l'heure, vous n'avez pas été totalement franc, Gaston Miron. Non. Et cela m'étonne de vous. Je vous ai demandé si vous aviez votre harmonica. Et je sais qu'il est là dans cette... Non, il n'est pas là. On me l'a dit. Il est dans ma poche. Ah bon. Pardon. Pardonnez-moi. Alors, prenez-le. On va se quitter sur un air d'harmonica. Alors, c'est pour vous remercier, oui. Jacques Chancel, Ce sera pour l'indicatif. votre accueil et pour l'audience aussi. Voilà. Alors, demain, je vous dis simplement, vous pouvez commencer à l'harmonica. Ce sera notre générique. Alors, je vous remercie aussi, non seulement pour moi, mais pour la littérature québécoise. Parce que il faut
il faut considérer la littérature québécoise maintenant non plus une littérature qui est ancrée dans le passé, mais comme une littérature de la modernité. Merci, Gaston Alors, Miron. j'y Allez-y. vais? Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Alors, c'est cette musique de Gaston Miron, nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous pour demain. Demain, notre invitée sera une chanteuse, justement, Nicole Croisille. Et puis, je vous rappelle également que nous reprendrons notre conversation, ou plutôt nos conversations avec les jeunes, le 27 avril. Et du 27 avril au 8 mai, je recevrai encore des jeunes qui ont de 15 à 30 ans. Je vous rappelle que notre invité était aujourd'hui Gaston Miron, que vous écoutez en ce moment à l'harmonica. Et je vous conseille de lire son livre, L'homme rapaillé. À demain, bonsoir.